Je me souviens encore de ce soir où, sous la pluie battante de Paris, Hugo m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Nicolas, notre amour est une tempête que personne ne comprendra jamais. » Ces mots ont transpercé mon cœur comme un éclair, révélant les fissures cachées de notre relation interdite, pleine de secrets et de passions dévorantes. À cet instant, j'ai su que notre histoire, tissée de joie et de tourments dans le monde impitoyable de l'amour entre hommes, allait nous mener vers des abîmes que nous n'imaginions pas. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de plonger avec lui. Paris, la ville des Lumières, m'avait toujours semblé être un décor parfait pour les amours naissantes. Mais ce soir-là, en 2023, alors que j'errais le long des quais de la Seine, je ne soupçonnais pas que ma vie allait basculer. J'étais Nicolas Lefebvre, un jeune architecte de 28 ans, originaire de Provence mais installé dans la capitale depuis 5 ans. Ma routine était faite de croquis de bâtiments anciens, de cafés noirs serrés et de soirées solitaires dans mon petit appartement du Marais. Le Marais. Ce quartier vibrant où l'histoire se mêle à la modernité, où les ruelles pavées abritent des secrets que seuls les initiés connaissent. C'est là que j'ai rencontré Hugo. Hugo Bertrand était un mystère ambulant. À 30 ans, il travaillait comme conservateur au Louvre. Un poste qui lui conférait une aura d'intellectuel raffiné. Ses cheveux blonds légèrement ondulés, ses yeux verts perçants et son sourire en coin le rendaient irrésistible. Nous nous étions croisés lors d'une exposition sur l'art impressionniste. J'étais venu pour étudier les perspectives dans les toiles de Monet, lui pour superviser l'événement. Nos regards s'étaient accrochés au-dessus d'une reproduction des nymphéas. Et ce fut le début. Vous semblez fasciné par les reflets de l'eau, m'avait-il dit d'une voix douce, avec cet accent parisien pur qui faisait vibrer quelque chose en moi. Je lui avais répondu, maladroitement, que l'architecture et la peinture partageaient le même amour pour les illusions. Nous avions ri. Et le soir même, nous marchions ensemble sous les arcades du Palais Royal, discutant de tout et de rien. Hugo parlait avec passion de l'histoire de France, des révolutions qui avaient secoué Paris, et de comment la reflétaient les âmes tourmentées. Moi, je lui confiais mes rêves de restaurer les vieux hôtels particuliers du quartier latin. Notre relation s'était approfondie rapidement. Les dîners aux chandelles dans des bistrots cachés, les promenades main dans la main le long du canal Saint-Martin, les nuits passées à chuchoter des promesses dans l'obscurité. Mais dès le début, il y avait des ombres. Hugo était discret sur sa famille. Il mentionnait vaguement un père influent dans la politique, une mère issue de l'aristocratie, mais évitait les détails. Ce n'est pas important, Nicolas, disait-il quand je posais des questions. Seul compte ce que nous construisons ensemble. Je l'aimais pour sa sensibilité, pour la façon dont il touchait mon visage comme si j'étais une œuvre d'art fragile. Pourtant, des doutes commençaient à germer. Un soir, alors que nous étions attablés à une terrasse de Montmartre, surplombant la basilique du Sacré-Cœur illuminée, Hugo reçut un appel. Son visage se crispa, et il s'éloigna pour répondre. À son retour, il était distant, prétextant un problème au musée. Je n'insistais pas, mais une graine de suspicion fut plantée. Les mois passèrent, et notre amour grandit dans l'intimité. Nous explorions Paris comme des amants secrets, les jardins du Luxembourg au printemps, où les fleurs explosaient en couleurs vives, les marchés de rue où l'odeur des fromages et des baguettes fraîches nous enivrait. Hugo m'initia au vin de Bordeaux, me racontant des anecdotes sur les châteaux de la Loire. Moi, je lui montrais mes esquisses, imaginant un avenir où nous rénoverions une maison ensemble en Normandie.
Mais les conflits surgissaient. Ma famille. Conservatrice et catholique. Originaire d'Avignon. Ignorait tout de ma sexualité. J'avais peur de leur réaction. De ce rejet qui pourrait briser des liens forgés dans l'enfance. Hugo. Lui. Semblait plus à l'aise. Affirmant que l'amour transcendait les normes sociales. En France, nous avons la liberté. Nicolas. Souviens-toi de la Révolution, liberté. Égalité. Fraternité. Et amour. Ces mots me réconfortaient. Mais je sentais qu'ils cachaient quelque chose. Un jour, lors d'une visite au musée d'Orsay, Hugo me confia un secret mineur, il avait été fiancé à une femme par le passé. Une union arrangée par sa famille. C'était avant que je ne me découvre vraiment. Murmura-t-il. Les yeux baissés sur une statue de Rodin. Cela me troubla. Mais je le rassurai. Notre lien semblait indéfectible. Pourtant, les signes d'une tempête approchaient. Hugo annulait des rendez-vous, prétextant des voyages pour le musée. Je le surprenais parfois à regarder par la fenêtre de mon appartement. L'air tourmenté. « Qu'est-ce qui te ronge ?» demandai-je. Il souriait faiblement, « Rien. Mon amour. Juste la fatigue. » C'est alors que le premier choc arriva. Un soir, en rentrant d'un chantier, je trouvai une lettre anonyme glissée sous ma porte. Les mots étaient durs, « Hugo n'est pas celui qu'il prétend. Demande-lui pour Élise. » Élise ? Qui était-ce ? Mon cœur se serra. Je confrontai Hugo le soir même. Dans un café du quartier des Halles. Il pâlit. Avoua que Élise était son ex-fiancée. Mais jura que c'était du passé. Pourquoi une lettre anonyme, insistai-je. Il haussa les épaules, peut-être un jaloux du musée. Je voulus le croire. Mais le doute s'installa. Nos étreintes devinrent plus intenses. Comme pour conjurer la peur. Paris. Avec ses rues animées et ses lumières éternelles, devint le témoin de notre passion fragile. Nous nous perdions dans les librairies de Saint-Germain-des-Prés, achetant des livres de Baudelaire pour lire des poèmes d'amour à voix haute. Mais les secrets s'accumulaient. Hugo recevait des appels tardifs. S'isolait. Un jour, je le suivis discrètement jusqu'à un hôtel du centre-ville. Mon cœur battait la chamade. Il entra. Et je vis par la vitre une femme élégante l'accueillir. Élise ? La jalousie me consuma. Était-ce une trahison ? Ce soir-là, je rentrais seul. Les larmes aux yeux. Paris me semblait soudain froide. Ses ponts romantiques transformés en abîmes. Comment notre amour, si pur, pouvait-il être entaché ainsi ? Je décidai de confronter Hugo. Mais le destin en décida autrement. Le lendemain matin, Hugo m'appela. La voix tremblante. Nicolas. Il faut qu'on parle. Viens au Louvre. Dans la salle des antiquités grecques. J'y allai. Le cœur lourd. Le musée, avec ses marbres éternels, semblait moqueur face à notre fragilité humaine. Hugo m'attendait près d'une statue d'Apollon, symbole de beauté masculine qui me rappelait cruellement notre lien. Élise est revenue dans ma vie. Avoua-t-il d'emblée. Les yeux emplis de larmes. Mon monde s'effondra. Élise n'était pas seulement une ex, elle était la fille d'un puissant politicien. Et leur mariage avait été planifié pour des raisons familiales. Hugo avait rompu.
Mais sa famille l'avait menacé de le déshériter s'il ne revenait pas sur sa décision. Mon père est un conservateur intransigeant. Nicolas. Il ne tolère pas. Nous. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Hugo n'était pas libre, il était prisonnier d'un héritage aristocratique. D'une France où les traditions pesaient encore lourd. Je sentis la colère monter. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» criai-je. Ma voix résonnant dans la salle vide. Des touristes nous jetèrent des regards surpris. Mais je m'en fichais. Hugo baissa la tête, « J'avais peur de te perdre. Notre amour est réel. » Mais la pression. Nous sortîmes. Marchant vers le jardin des Tuileries. Les allées gravillonnées crissaient sous nos pas. Et les statues des rois de France nous observaient comme des juges impitoyables. Hugo m'expliqua tout, son père, un député influent, avait découvert notre relation via un détective privé. La lettre anonyme venait de lui. Élise, manipulée, était revenue pour sauver Hugo de ce qu'ils appelaient une déviance. La phobie homophobe de sa famille me révolta. En France, pays des droits de l'homme, comment de telles intolérances persistaient-elles? Je pensais à mes propres parents, à leur foi catholique qui pourrait les aveugler. Nous pouvons lutter ensemble, dis-je, serrant sa main. Mais Hugo secoua la tête, c'est plus compliqué. Mon père menace de ruiner ma carrière au Louvre. Et toi, Nicolas? Il pourrait s'en prendre à ton cabinet d'architecture. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Nous nous voyions en secret. Comme des amants clandestins dans un roman de Balzac. Des rendez-vous furtifs dans des cafés de Belleville. Des promenades nocturnes sur les Champs-Élysées illuminés. Mais la tension montait. Hugo recevait des ultimatums familiaux. Et je sentais son déchirement intérieur. Un soir, lors d'un dîner chez moi, avec vue sur la tour Eiffel scintillante, Hugo craqua. Je t'aime, Nicolas. Mais je ne sais pas si je peux défier ma famille. Ils sont tout pour moi. Ces mots me blessèrent profondément. Était-ce une trahison? Je me levai. Furieux, alors? Choisis. Moi ou eux? Il pleura. Et nous passâmes la nuit à nous réconforter mutuellement. Nos cœurs battant à l'unisson malgré la tempête. Pourtant, les malentendus s'approfondissaient. J'appris par un ami commun que Hugo avait revu Élise plusieurs fois. Était-ce pour négocier? Ou pour céder? La jalousie me consumait. Je l'imaginais dans ses bras. Et cela me rendait fou. Paris, avec ses cafés philosophiques, devint le lieu de mes ruminations solitaires. Je lisais Sartre, pensant à l'absurdité de l'existence. À comment l'amour pouvait être si cruel. Le point de non-retour arriva lors d'une confrontation familiale. Hugo m'invita à une soirée chez ses parents, dans leur hôtel particulier de l'île Saint-Louis. C'est le moment de vérité, dit-il. J'acceptai, tremblant. La maison était somptueuse, avec des meubles Louis XV et des tableaux de maître. Le père d'Hugo, un homme austère aux cheveux grisonnants, me toisa dès mon arrivée. Ainsi, vous êtes l'ami de mon fils? Dit-il d'un ton glacial. La soirée dégénéra rapidement. Autour d'une table garnie de foie gras et de vin fin. Le père lança des piques sur la décadence moderne et les unions contre nature. Hugo tenta de défendre notre amour. Mais sa voix faiblit. Élise était là, élégante dans sa robe Chanel, jetant des regards complices à Hugo.
Je me sentis trahi. Vous préférez une façade à la vérité, explosai-je. Le père me chassa. Et Hugo ne me défendit pas assez vigoureusement. Dehors. Sous la pluie. Je marchais seul vers Notre-Dame. Les cloches sonnant comme un glas. Était-ce la fin? Hugo m'appela plus tard. Suppliant, pardonne-moi. Nicolas. J'ai peur. Mais le mal était fait. Les secrets. Les mensonges. Avaient creusé un fossé. Les semaines suivantes. Nous nous évitâmes. Je me plongeai dans mon travail. Restaurant un vieil immeuble haussmannien. Mais chaque pierre me rappelait Hugo. Sa passion pour l'histoire. Un jour, je reçus une lettre de lui, je dois partir pour Versailles. Réfléchir. Ne m'oublie pas. Mon cœur se brisa. Était-ce une fuite? Paris sans lui était vide. Les boulevards animés me semblaient mornes. Les cafés solitaires. Je confiai mes tourments à un ami. Pierre, qui me conseilla de lutter. L'amour vrai mérite des sacrifices, dit-il. Mais les doutes persistaient. Avait-il choisi Élise? Le climax approchait. Inattendu et dévastateur. Un mois plus tard. Je reçus un appel anonyme, Hugo est en danger. Venez à l'hôtel de Versailles. Mon sang se glaça. Je pris le train pour Versailles. Le château grandiose se dressant comme un symbole de pouvoir absolu. Hugo logeait dans un hôtel adjacent. Entouré de jardins impeccables. À mon arrivée. Je le trouvai dans sa chambre. Pâle et affaibli. Nicolas. Merci d'être venu, murmura-t-il. Il m'avoua tout, son père avait orchestré un plan pour le forcer à épouser Élise. Menaçant de révéler des secrets sur sa vie privée à la presse. Hugo avait tenté de résister. Mais la pression l'avait conduit à une dépression profonde. Il avait même envisagé le pire. La révélation me choqua. Comment un père pouvait-il infliger cela à son fils? Je le serrai dans mes bras. Sentant sa vulnérabilité. Nous allons affronter cela ensemble. Jurai-je. Mais Hugo secoua la tête, c'est trop tard. J'ai accepté le mariage pour te protéger. Mon père sait tout sur toi. La trahison me frappa en plein cœur. Accepter le mariage? Pour me protéger? C'était une excuse. La colère m'envahit. Tu me sacrifies pour ta famille, criai-je. Nous nous disputâmes violemment. Nos voix résonnant dans la chambre ornée de tapisseries royales. Hugo pleura, je t'aime plus que tout. Mais je ne veux pas te détruire. Je partis furieux. Errant dans les jardins de Versailles. Les fontaines jaillissantes semblaient se moquer de mes larmes. Était-ce de l'amour ou de la lâcheté? Les lecteurs pourraient se sentir partagés, phénix de la compassion pour Hugo. Prisonnier de son milieu. Et rage contre sa faiblesse. De retour à Paris. Je décidai de contre-attaquer. J'appelai un journaliste ami. Prêt à exposer l'hypocrisie de la famille Bertrand. Mais au dernier moment. Je hésitais. Était-ce la bonne décision? Cela détruirait Hugo. Les nuits blanches s'enchaînèrent. Hantés par des souvenirs, nos rires au Père-Lachaise. Nos baisers sous les arches du Pont-Neuf. Hugo revint à Paris. Et nous nous revîmes dans un café de la rive gauche. Il était amaigri. Les yeux cernés. J'ai rompu avec Élise. Annonça-t-il. Mon cœur bondit. Mais il ajouta, mon père m'a déshérité. Je suis libre. Mais ruiné.
La joie se mêla à la pitié. Nous nous embrassâmes. Mais les cicatrices restaient. Pourtant, un nouveau twist surgit. Élise, loin d'être une ennemie, vint me voir. Hugo m'a tout raconté. Je l'aime comme un frère. Mais pas comme un amant. C'était un arrangement forcé. Elle révéla que le père d'Hugo avait des dettes cachées. Et que le mariage était une façon de les éponger via sa famille à elle. Hugo avait sacrifié son bonheur pour sauver son père. Cette révélation changea tout. Hugo n'était pas un traître. Mais un martyr. Je me sentis coupable de mes doutes. Nous nous réconciliâmes dans les rues de Montparnasse. Entourés d'artistes et de poètes. Pardonne-moi mes secrets. Supplia-t-il. Je le fis. Mais les conflits intérieurs persistaient. La société française, avec ses avancées sur les droits LGBT, cachait encore des poches de conservatisme. Nous décidâmes de nous afficher publiquement, une marche à la Gay Pride de Paris. Main dans la main. Les couleurs arc-en-ciel illuminaient la place de la République. Et pour la première fois, Hugo se sentit libre. Mais le père ne lâcha pas. Il envoya des avocats, menaçant de poursuites pour diffamation si nous parlions. Hugo dut choisir, sa famille ou moi. Les nuits devinrent des débats intenses, explorant la profondeur psychologique de nos âmes. L'amour est-il plus fort que le sang, se demandait-il. Un soir, lors d'un opéra à la Bastille au Carmen. Ironiquement sur la passion fatale, Hugo reçut un message, son père avait eu une crise cardiaque. Nous nous précipitâmes à l'hôpital Cochin. Là, face au lit du vieil homme, Hugo confronta son passé. Papa, je t'aime, mais je ne peux pas vivre une vie mensongère. Le père, affaibli, murmura, j'avais peur pour toi. Dans ce monde cruel. C'était un aveu de vulnérabilité. Pour la première fois, ils parlèrent vraiment. Moi, dans l'ombre, je vis les larmes couler. Était-ce le début d'une réconciliation? Les jours suivants, Hugo naviguait entre l'hôpital et notre appartement. Les émotions étaient intenses, soulagement, regret, espoir. Paris, avec ses hôpitaux historiques, devint le théâtre de cette guérison familiale. Pourtant, un secret final émergea. Hugo m'avoua qu'il avait envisagé de partir seul. Pour ne pas m'entraîner dans ce chaos. J'aurais pu te quitter pour ton bien. Cela me blessa, mais renforça notre lien. Nous décidâmes de déménager en Provence. Loin des intrigues parisiennes. Pour reconstruire. La Provence nous accueillit comme un baume. Nous louâmes une vieille ferme près d'Aix-en-Provence. Entourée de champs de lavande et d'oliviers centenaires. L'air embaumait le thym et le romarin. Un contraste apaisant avec l'agitation parisienne. Hugo, libéré de son poste au Louvre, se lança dans l'écriture d'un livre sur l'art et l'identité. Moi, je travaillais sur des projets locaux, restaurant des masses provençaux. Mais les ombres du passé persistaient. Le père d'Hugo, rétabli, envoya des lettres conciliantes, mais teintées de reproches. Reviens, mon fils. La famille est sacrée. Hugo luttait intérieurement, déchiré entre loyauté filiale et amour authentique. Nos discussions nocturnes, sous les étoiles du midi, exploraient ses abysses psychologiques. Suis-je un traître pour avoir choisi toi, se tourmentait-il. Je le rassurais.
évoquant les philosophes français comme Camus, qui parlait de l'absurde et du choix personnel. Ton amour et ton révolte. Hugo. Nos étreintes étaient tendres, chargées d'une intimité profonde, sans jamais franchir les limites de la décence. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Élise réapparut. Non comme rivale, mais comme alliée. Elle révéla que le père d'Hugo manipulait encore, utilisant des amis influents pour bloquer mes contrats d'architecture. Il veut vous séparer, dit-elle lors d'une visite surprise. La rage m'envahit. Comment un homme pouvait-il être si vindicatif? Hugo, apprenant cela, confronta son père par téléphone. La conversation fut explosive, accusation de manipulation. Cri de désespoir. Tu as détruit ma vie, hurla Hugo. Le père répondit froidement, je protège notre nom. Cela brisa quelque chose en Hugo. Il raccrocha, en larmes, et nous passâmes la nuit à nous consoler mutuellement. Ce fut le catalyseur d'une décision difficile. Hugo choisit de couper les ponts définitivement. Pour nous, dit-il, les yeux déterminés. Mais le coût émotionnel était immense. Il pleura des nuits entières, regrettant l'enfance perdue. Moi, je me sentais coupable. Comme si j'étais la cause de cette fracture familiale. Les lecteurs pourraient ressentir de la Phénix, compassion pour Hugo, victime d'un système rigide, et indignation contre le père, symbole d'une France conservatrice cachée derrière son progressisme. Pour ajouter de la profondeur, je décrivis mes propres doutes, et si j'appelais mes parents, leur réaction pourrait être similaire. Un jour, je pris mon courage à deux mains et les invitai en Provence. Ma mère, pieuse, et mon père, ouvrier retraité, arrivèrent sceptiques. Autour d'une table provençale garnie de ratatouille et de vin rosé. Je leur avouai tout. J'aime Hugo. C'est mon compagnon. Le silence fut pesant. Ma mère pleura, mon fils. La Bible. Mon père, plus pragmatique, demanda, est-il bon pour toi? Hugo, présent, parla avec éloquence de notre amour, de comment il transcendait les normes. À la fin du dîner, mes parents n'approuvèrent pas pleinement, mais promirent de réfléchir. C'était un pas. Une lueur d'espoir dans ce chaos. Les mois passèrent. Et notre vie s'équilibra. Nous explorions la région, les calanques de Marseille, les villages perchés du Luberon. Hugo écrivit son livre, dédié à moi, explorant comment la reflètent les luttes LGBT dans l'histoire française. De Verlaine à Rimbaud. Mais un twist final approcha. Le père d'Hugo, malade à nouveau, envoya un message, viens me voir. Seul. Hugo hésita. Mais y alla. À Paris. Dans l'hôpital. Le vieil homme avoua ses regrets, j'ai eu tort. La peur m'a aveuglé. C'était une rédemption inattendue. Hugo pardonna, mais maintint la distance. De retour en Provence, il me raconta tout. Nous pouvons guérir. Lentement. Notre amour, forgé dans le feu des épreuves, en sortit plus fort. Paris, autrefois théâtre de nos tourments, devint un souvenir doux amer. Pourtant, les décisions difficiles persistaient. Hugo reçut une offre pour un poste à New York. C'est une chance. Mais loin de la France.
Nous débattîmes, rester enracinés ou s'envoler? Finalement, nous choisîmes de partir ensemble, emportant notre héritage français dans nos cœurs. New York fut un choc culturel. Mais notre lien nous ancra. Cependant, le récit revient à la France. Car c'est là que se noua le dénouement. Quelques mois plus tard, nous rentrâmes pour les fêtes. Paris nous accueillit avec ses lumières de Noël. Les Champs-Élysées scintillant comme un rêve. Le père d'Hugo, affaibli mais repentant, organisa une réunion familiale. Dans l'hôtel particulier. Autour d'un repas traditionnel huîtres. Dinde au marron où les tensions fondirent. Élise, maintenant amie, était là avec son nouveau compagnon. Le père s'excusa publiquement, j'ai été aveugle. L'amour de mon fils est légitime. Hugo pleura. Et nous nous embrassâmes devant tous. Un acte de courage. Mes parents, invités, virent cela. Ma mère murmura, peut-être que Dieu accepte toutes les formes d'amour. C'était une acceptation timide, mais réelle. La soirée se termina en chant de Noël. Un moment de paix inattendu. Pourtant, la vie n'est pas un conte de fées. Hugo et moi affrontâmes encore des défis, la discrimination subtile dans le monde professionnel. Les regards en coin dans les rues. Mais notre histoire devint un témoignage. Hugo publia son livre. Acclamé pour sa profondeur. Explorant les thèmes de l'identité et de la résilience. De retour en Provence. Nous achetâmes une maison. La rénovant ensemble. Les champs de lavande devinrent notre sanctuaire. Nos journées étaient faites de travail créatif. De promenades main dans la main. De discussions sur la philosophie française de Voltaire à Beauvoir. Le dénouement fut personnel. Un soir, sous un ciel étoilé, Hugo me demanda, épouse-moi. Nicolas. En France, nous le pouvons. Les larmes aux yeux. J'acceptais. Notre mariage, simple et intime dans une mairie provençale, fut un triomphe sur les épreuves passées. Les secrets dévoilés. Les trahisons pardonnées. Les conflits résolus où tout mena à cette fin humaine. Pas parfaite, mais authentique. Paris. Versailles. La Provence, ces lieux français avaient été les décors de notre odyssée émotionnelle. Aujourd'hui, alors que je regarde Hugo dormir à mes côtés, je sais que notre amour, riche en drame et en passion, valait chaque larme. La France, avec sa beauté et ses contradictions, nous a façonnés. Et pour les lecteurs, j'espère que cette histoire évoque la complexité de l'amour LGBT, phénix de rage contre l'intolérance. Mais aussi empathie pour les luttes intimes. Ainsi se termine notre récit. Un hymne à la résilience humaine.